Rencontre avec la conciergerie. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie. Au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, je me dresse. Et depuis 15 siècles, l'histoire de France s'écrit en mes murs. Je n'aurais pas existé sans lui. Clovis, le roi franc bien sûr. C'est lui qui, au VIe siècle, décide de bâtir le premier palais royal de notre histoire. Et moi j'en fais partie. Il est à Paris bien sûr, sur une île formée par la Seine. À l'époque, il n'y a pas toutes ces rues et avenues tout autour de moi. C'est même assez champêtre par ici. Bref, de siècle en siècle, ce palais devient le vrai siège du pouvoir royal. Et Hugues Capet est le premier à me consacrer officiellement palais royal. Eh oui. Ensuite, au XIIe siècle, c'est Saint Louis qui prend grand soin de moi. À mes côtés, ses ouvriers construisent la Sainte-Chapelle. Belle voisine, non? Et toutes les deux, nous faisons partie de cet ensemble que l'on appelle alors Palais de la Cité. Oui, oui, comme l'île actuelle. Sous Louis IX, on m'ajoute une grosse tour et on lui donne l'étrange nom de tour Bonbec. Pourquoi? Attention, ça n'est pas très drôle. C'est là que l'on torturait les prisonniers. On disait alors qu'ils avaient bon bec pour parler. Bref, ils avouaient tout ce que l'on voulait tant ils souffraient. Les pauvres. Durant tout le Moyen-Âge, je suis transformée. C'est sans doute Philippe le Bel, au XIVe siècle, qui m'embellit le plus. Il faut dire qu'il installe l'administration du pays dans mes murs. Par exemple, le Parlement de Paris, qui est alors le principal organe judiciaire du royaume. Il m'offre aussi 2 tours supplémentaires, qui sont jumelles. La tour d'argent et celle de César. Oui, tout simplement. À cette époque, mon rez-de-chaussée voit se croiser les gardes royaux, les valets, les écuyers, les serviteurs, les cuisiniers, les lingères. Bref, ce sont près de 2000 personnes au service du roi et de sa cour qui vaquent là. Dans ma salle des gendarmes, tout ce petit peuple vient manger et se détendre. Elle est immense, avec ses 60 piliers et colonnes qui s'élancent vers une immense voûte en arc brisé. La salle des gardes, elle, est réservée aux soldats. Et dans ma vaste cuisine, pratique avec ses 4 grandes cheminées, on s'affaire pour nourrir tout ce beau monde. Le premier étage est dédié au roi et à sa cour. Dans ma grande chambre, Sa Majesté rend la justice. Et dans ma grande salle, de magnifiques fêtes sont organisées. Malheureusement, il ne reste rien de ces 2 superbes pièces. Et oui, l'œuvre du temps, des hommes. À la fin du XIVe siècle, Charles V me construit une nouvelle tour. La tour de l'horloge. Sur sa façade, en 1371, il fait accrocher une des premières horloges publiques du royaume. Quelle fierté pour moi! Mais c'est aussi ce roi qui change mon statut. De palais royal, il me transforme en palais de justice et en prison. Oui, oui, moi, une prison. Bon, pour s'occuper de tout ça, Charles nomme une personne appelée concierge.
Et oui, c'est de là que vient mon nom actuel, la conciergerie. Mais la révolution gronde, éclate. Le palais de la cité, oui, celui dont je fais partie. Vous suivez vraiment? Bon. Donc ce palais de la cité passe sous l'autorité de la mairie de Paris. Et oui, pas question qu'il reste une annexe du pouvoir royal. Vous imaginez? Je reste cependant tout dédié à la justice. Révolutionnaire, va sans dire. De 1793 à 1795, c'est en mes murs qu'ont lieu les plus grands procès du tribunal révolutionnaire. Bon, ce n'est pas toujours très gai ce qui s'y passe. Vous le savez, ma plus fameuse prisonnière à cette époque, c'est Marie-Antoinette, ex-reine de France. Elle a une cellule individuelle et d'un peu meilleur confort que les autres. Mais ça n'a rien à voir avec ses appartements royaux. J'ai eu bien d'autres pensionnaires, des riches, des pauvres, des jeunes, des plus vieux. Je vous explique comment ça se passait à l'époque. Je peux vous dire que tout était très bien organisé. Quand un prisonnier arrive, on l'emmène au bureau du greffier pour l'inscrire sur le registre de la prison. Puis il passe devant la loge de beau concierge, qui est en charge des lanternes, des clés. Ensuite, on le conduit dans sa cellule. Alors, s'il est riche et noble, il a droit à être seul et à un peu de mobilier, dont un modeste lit. Mais s'il est pauvre, il s'entasse avec d'autres malheureux dans une salle insalubre et il n'a que la paille pour matelas. Il fait partie de ceux qu'on nomme les pailleux. Paille, pailleux, vous voyez? Quand le condamné entre dans la 3e pièce, c'est mauvais signe pour lui. On lui fait une ultime toilette, ce qui signifie qu'on le prépare pour la guillotine. Après la Révolution, je demeure un lieu où l'on rend la justice. Au début du XIXe siècle, à nouveau, un roi est au pouvoir en France. C'est Louis XVIII. Pour honorer son aïeule, Marie-Antoinette, il crée en 1815, à l'emplacement de son cachot, une chapelle. Et elle existe encore, vous pouvez la visiter. En 1871, pendant la Commune de Paris, un grave incendie me détruit en partie. Heureusement, on me reconstruit et on en profite pour me transformer à nouveau. Mais voilà le XXe siècle qui arrive. 1914, c'est l'année où je suis classée monument national. Eh oui. Je suis alors ouverte au public, tout en restant, eh oui, une prison. Et ce jusqu'en 1934. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est étrange. Aujourd'hui, ce ne sont plus des prisonniers que j'accueille, mais une multitude de visiteurs. Je suis vide de tout meuble, et presque toute ma décoration d'hier a disparu. Mais ça n'est pas grave, car grâce à une tablette numérique et à la réalité virtuelle, les touristes peuvent me découvrir comme j'étais à différentes périodes de ma glorieuse histoire. Mon intérieur est reconstitué avec minutie. Par exemple, dans les cuisines, on admire les mets préparés, on entend les feux crépiter, on voit les bougies tout éclairées, comme si on y était. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie.